Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Merci encore de votre fidélité, de suivre toujours aussi attentivement et passionnément nos briefings, nos éclairages sur l'actualité. Aujourd'hui, le 127e du genre, donc on commence à avoir une longue histoire, un long stage, comme on dit aussi. Alors, je crois aujourd'hui, on a une actualité qui est assez riche. Pour changer un petit peu, on va commencer par Igor. Il va nous éclairer sur tous les événements, notamment en mer Noire, parce qu'on a eu pas mal de choses avec le fameux drone abattu. Va-t-il être récupéré, oui ou non? Il y a des visites importantes à Moscou qui se préparent ou qui sont en cours. Enfin voilà, pas mal de choses aujourd'hui. Donc commençons par toi, Igor. Nous t'écoutons. Merci Gilles, bonjour à tous. Alors, je vais commencer effectivement cette rubrique par le désormais traditionnel point sur l'état de l'aide militaire à l'Ukraine, puisque il y a eu la 10e réunion au format dit de Rammstein qui s'est tenue en ligne hier, le 15 mars, c'est-à-dire la réunion du groupe de contact pour la défense de l'Ukraine, hein, qui regroupe en gros les pays de l'OTAN plus d'autres pays qui fournissent une assistance militaire à l'Ukraine. Le but de ce groupe dit de Rammstein étant de coordonner au mieux cette assistance. Alors, qu'est-ce qui ressort de cette 10e édition? Pas grand-chose. La Suède promet 10 tanks Léopard. Les Espagnols vont rajouter 4 tanks Léopard aux 6 qu'ils ont déjà promis. Les Canadiens vont fournir des munitions et des systèmes de défense plutôt des munitions pour systèmes de défense antiaérienne. Et les Norvégiens vont donner 2 batteries solaires en partenariat avec les États-Unis. Donc cette 10e édition, comme la précédente, et j'en avais parlé le mois dernier, finalement laisse un petit peu l'impression qu'on là aussi on plafonne un peu sur j'allais dire le volume, et que contrairement à la 9e édition, où souvenez-vous, il y avait eu d'âpres débats sur est-ce qu'on passe à l'étage supérieur de la fusée, c'est-à-dire est-ce qu'on commence à discuter de livraison d'avions, etc. Là, il n'a pas vraiment été question, le sujet n'a pas vraiment été abordé en ce qui concerne les avions de chasse. Toujours sur cette aide militaire, l'Union européenne, donc je reviens là sur le sujet de la facilité européenne pour la paix, hein, dont j'ai déjà parlé ici, donc sur lequel je ne vais pas revenir, mais avec cette enveloppe donc de 2 milliards d'euros que j'avais évoqué lundi, on en sait un peu plus puisque le mécanisme a été peaufiné entre-temps. Donc l'idée serait que ces 2 milliards soient divisés en une enveloppe de 1 milliard qui viserait à rembourser les pays membres qui ont déjà transféré et fourni des munitions à l'Ukraine, et un autre milliard pour procéder à des achats groupés de munitions, l'idée étant d'arriver, entre guillemets, en force pour négocier de meilleurs prix auprès des industriels avec des volumes donc plus conséquents. Selon Politico, à ce jour, les États de l'Union européenne ont fourni à l'armée ukrainienne 350 000 obus de 155 mm. Sachez que c'est le calibre dont on parle ici régulièrement, puisque c'est celui qui est le plus communément utilisé par les Ukrainiens sur le champ de bataille. Donc 350 000 obus, et pour lesquels Bruxelles entend rembourser partiellement les États donateurs à hauteur de 450 millions d'euros pour ces 350 000 obus. Alors, si on fait un peu des calculs pour voir un peu tout ce que cela peut coûter, on arrive quand même à des chiffres qui sont de plus en plus importants, qui donnent le tournis. Alors, les estimations sont que les Ukrainiens consomment en gros 4 000 à 4 500 obus par jour sur le champ de bataille, ce qui correspond à environ un tiers de la production mensuelle aux États-Unis. Autrement dit, chaque jour, les Ukrainiens consomment un tiers de ce que les États-Unis produisent comme munitions par mois. Donc ça fait beaucoup. Et lorsque l'on regarde les chiffres fournis par les Européens, en tout cas par les sources européennes citées dans Politico, on voit que en gros, pour ce qui va être de la phase de remboursement, donc la première partie de l'enveloppe, on était sur un prix unitaire d'environ 1300 euros par obus, mais ça c'était, j'allais dire, là, pour le remboursement partiel, donc c'est-à-dire qu'il y a une partie qui ne sera pas prise en charge par l'Union européenne. Et lorsque l'on voit ce qui est envisagé pour le reste, pour les achats, on est plutôt sur un prix de 4 000 euros par obus, c'est-à-dire on triple quasiment le prix unitaire de l'obus, donc à l'unité, dans ce qui est envisagé. Donc en réalité, on voit qu'il y a effectivement une addition qui devient de plus en plus salée. Et pour terminer ce point sur l'aide militaire, Israël qui a autorisé
Alors, on l'a appris seulement maintenant, mais l'autorisation a été délivrée mi-février. Israël a autorisé le transfert à l'Ukraine de systèmes de lutte contre les drones. Alors, en fait, ce sont des brouilleurs, hein, c'est des systèmes de guerre électronique. Ce n'est pas des munitions qu'on va tirer sur un drone ou des missiles. C'est du brouillage. Donc, deux industriels israéliens bien connus qui ont reçu l'autorisation de leur gouvernement pour exporter ces systèmes à l'Ukraine. Deuxième information aujourd'hui, elle concerne donc la Russie et les États-Unis, puisque les ministres de la Défense des deux pays se sont entretenus par téléphone hier à la demande de la partie américaine au sujet de l'incident survenu mardi en mer Noire, incident ayant impliqué un drone américain Reaper qui a été, comme on dit, intercepté par un Sukhoi 27 russe. Alors en fait, c'est plus qu'intercepté puisqu'il a été détruit, mais dans la mesure où le Sukhoi 27, grâce à une manœuvre qualifiée par les Américains de non professionnelle, dangereuse et écologiquement peu recommandable, a envoyé par le fond ce drone américain qui serait donc immergé au large de Sébastopol entre 900 et 1500 mètres de fond, on ne sait pas trop. Et donc, il y a depuis des discussions sur les modalités de récupération de cette épave. On peut comprendre que les Russes seraient intéressés de la récupérer. Les Américains veulent aussi la récupérer. Ils auraient à distance désactivé toutes les données sensibles embarquées sur ce drone. Voilà, donc il y a des discussions en ce moment en cours entre Russes et Américains, visiblement au sujet de ce drone. Et on n'en sait pas beaucoup plus. Du côté de l'OTAN, on a appris que le Parlement turc pourrait ratifier la demande d'adhésion de la Finlande à l'Alliance avant le 14 mai, qui est la date de l'élection présidentielle en Turquie. Je rappelle que la Finlande et la Suède ont donc déposé officiellement leur candidature, que la plupart des pays de l'OTAN, des parlements des pays de l'OTAN ont ratifié donc cette demande d'adhésion, à l'exception donc de la Turquie. Et donc, manifestement, la Finlande pourrait devenir membre de l'Alliance avant la Suède, qui devra patienter au moins au-delà du mois de mai, probablement au sommet de l'OTAN de juin, peut-être un petit peu après, pour devenir membre. Autre information, c'est évidemment la visite du président syrien Bachar el-Assad à Moscou. Il est arrivé mardi soir. Il a rencontré hier le président russe Vladimir Poutine. Il a également accordé une interview à l'agence de presse RIA Novosti, dont on peut retenir les deux points suivants. Tout d'abord, la Syrie reconnaît la souveraineté de la Russie sur les républiques du Donbass et les régions de Zaporojie et Kherson, donc, qui ont été annexées en septembre dernier. Et le président syrien a expliqué que la présence militaire russe en Syrie devait s'inscrire dans la durée et être même consolidée, puisque qu'elle puisse s'inscrire dans le temps. Je rappelle que la présence militaire russe en Syrie est encadrée par deux accords, notamment intergouvernementaux, qui fixent le cadre de cette présence. Un mot sur la Russie, la Chine et l'Iran, puisque les marines des trois pays ont débuté mercredi un exercice naval de 4 jours dans le golfe d'Oman. La marine russe a envoyé la frégate Amiral Gorchkov, qui avait déjà participé à des manœuvres avec les marines sud-africaines et chinoises en février, que j'avais évoqué là aussi dans une séance précédente. Et donc, elle poursuit quelque part son périple un peu plus au nord, donc dans le golfe d'Oman, pour ces nouvelles manœuvres. Et enfin, l'accord céréalier, dont on a parlé régulièrement ces derniers jours. Alors, il a été reconduit lundi soir, on l'a appris, la partie russe a validé sa reconduction pour 60 jours et non pas 120. Alors, cette reconduction anticipée a été présentée par M. Peskov comme un geste de bonne volonté. Alors, c'est une expression qui a été régulièrement utilisée par le Kremlin depuis l'an dernier pour décrire différentes décisions, différentes situations en lien avec l'Ukraine. En fait, ce qu'on peut dire, c'est que cette décision a pour le moment été prise de manière anticipée puisque l'accord arrivait à échéance le 18 mars. Afin probablement d'éviter que ce sujet de l'accord céréalier ne vienne parasiter les discussions qui ont lieu en ce moment même à Moscou au sujet de la Syrie, avec des délégations russes, turques, syriennes et iraniennes qui se rencontrent au niveau des vice-ministres des Affaires étrangères pour donc discuter de la Syrie, la question éventuellement du retour des réfugiés syriens depuis la Turquie dans leur pays, enfin des sujets effectivement très sensibles.
Et évidemment, cette affaire des céréaliers aurait été, s'il n'avait pas été réglée, serait venue probablement un petit peu perturber les discussions. Mais on voit donc qu'il y a c'est là probablement un levier que la Russie souhaite conserver sur la Turquie, puisque 60 jours, ça nous amène à la date à peu près au jour près, hein, presque au jour près de l'élection présidentielle en Turquie. Et par conséquent, il y a là un intérêt pour Moscou à conserver potentiellement ce levier sur Ankara qui, comme je le rappelle, hein, se présente régulièrement puis revendique son rôle de broker, hein, de médiateur dans cette affaire de l'accord sur les céréales. Inversement, l'intérêt finalement aussi de ces discussions qui ont lieu à Moscou, eh bien, l'idée serait que les Russes parviennent à faire se reparler un peu plus entre eux les Turcs et les Syriens. Et le gros coup diplomatique, en tout cas qui serait bienvenu probablement pour M. Erdogan, ce serait qu'il parvienne à remettre à plat les relations avec son voisin syrien. Ça donnerait probablement un coup de pouce dans les sondages qui lui sont assez défavorables donc à 2 mois environ de l'élection présidentielle. Et là, on voit qu'il y a donc un intérêt direct pour le président turc, mais aussi donc pour la Russie, puisque Erdogan est a priori le candidat le moins défavorable à la Russie dans la course présidentielle turque qu'on a déjà évoquée ici, notamment lundi dernier. Voilà, Gilles, je te rends la parole. Merci beaucoup. Alors, vous pouvez poser déjà vos questions, enfin, n'hésitez pas. Concernant justement cette affaire Erdogan, son potentiel successeur, aura-t-il la même vision sur les céréales, des choses comme ça? Et notamment, du coup, le fait que les Russes demandent 60, n'acceptent que 60 jours, c'est quoi? C'est pour mettre le couteau sous la gorge du successeur ou c'est qui qui est demandeur dans l'affaire? Alors, 60 jours, alors pourquoi c'est important? C'est puisque la dernière fois que cet accord a été reconduit, souvenez-vous, hein, c'était à la fin 2022, il y avait eu d'abord une suspension de la part de la Russie de sa participation à l'accord qui n'a pas duré très longtemps en réalité, puis ensuite une reconduction pour 120 jours, donc pour 4 mois. Qui arrive donc là, on l'a dit, qui arrive à échéance au 18 mars. L'accord a été reconduit cette fois-ci seulement pour 2 mois. Qui est demandeur? Comme je l'ai dit, dans la vision des Russes, c'est quand même plutôt une fleur qu'ils font aux Turcs, dans la mesure où, de toute manière, les Russes exportent leurs céréales et leurs engrais. Les sanctions qui pèsent, on va le redire encore, non pas sur les céréales et les engrais russes, mais éventuellement sur les opérateurs russes qui les vendent, sur les compagnies maritimes qui les transportent, sur les sociétés d'assurance, etc. Toute la pression, en fait, elle vient de l'extérieur, sans forcément, une fois de plus, que ce soit les céréales et les engrais qui étaient désignés et sanctionnés. Et les Russes exigeaient, demandaient, dans le cadre de cet accord, des garanties que l'ONU, en réalité, est à peu près incapable de fournir, hein, pour que ce commerce-là ne soit plus affecté, ne soit plus concerné par les sanctions directement ou indirectement. Évidemment, les Turcs retirent, je dirais, un capital en termes d'image, le fait d'avoir été capable d'aider à cet accord, d'être je dirais, alors c'est un accord qui a été fait sous les auspices de l'ONU, mais les Turcs sont quand même un parrain dans la mesure où ils apportent toute la technique et puis comment dirais-je, s'occupent du volet technique, hein, de la mise en œuvre de cet accord, puisqu'ils sont maîtres des détroits, que tout passe par les détroits turcs, qu'il y a des inspections sur les bateaux russes et ukrainiens pour qu'on ne profite pas de cet accord pour amener des armes en Ukraine via la voie maritime. Enfin bref, ils sont dans cette boucle. Et donc, les Russes partent du principe que c'est quand même plutôt une fleur qui est faite aux Turcs. Alors, 60 jours, pour revenir à ta question, ça nous amène au seuil de l'élection présidentielle en Turquie. Et je pense que pour les Russes, l'idée, eh bien, c'est effectivement pas de chèque en blanc au successeur d'Erdogan, quel qu'il soit. Ça peut être Erdogan lui-même, ça peut être son principal opposant, et l'idée étant de se laisser toutes les cartes en main pour voir, en fonction de ce qui sort des urnes le 14 mai, avec qui on va discuter et sur la base de sur quelle éventuelle nouvelle base. Je pense, mon intuition, que le successeur d'Erdogan aura, à mon avis, autre chose en tête si jamais il est élu, si cet opposant est élu, il aura autre chose en tête que tout de suite, comment dirais-je, consacrer de l'énergie, du temps et de la ressource à cette histoire de deal céréalier. Intuitivement, j'aurais tendance à dire qu'il cherchera à le reconduire en l'état. Voilà.
Mais bon, on verra dans 2 mois. Merci beaucoup de ces précisions. J'étais aussi un peu interpellé par ce que tu disais sur les obus, la production et la consommation et cet écart. Comment ça peut durer combien de temps en fait si on fait des projections, à quel moment il n'y en aura plus? Et si on en consomme autant, on en produit aussi peu. Et deuxième partie, est-ce qu'il y a d'autres pays que les États-Unis capables de les produire? Alors, la consommation, ça c'est un vrai problème, hein. Et puis on le sent, ces derniers jours, on a vu quand même une série d'articles sortir dans la presse aux États-Unis, y compris en Angleterre aussi d'ailleurs, qui était quand même d'une tonalité assez pessimiste sur pas mal de questions en lien avec l'Ukraine et en lien avec les forces armées ukrainiennes, mais plus particulièrement à cause de cette histoire de consommation d'obus que les Américains jugent publiquement excessive. Ils l'ont encore refait savoir, ça a été redit récemment dans des articles de presse, qui expliquent aux Ukrainiens qu'il faut essayer d'utiliser de manière un peu plus rationnelle ces obus et de ne pas les gaspiller. Enfin, voilà, c'est d'optimiser la consommation. Mais effectivement, là, on voit qu'on arrive un peu sur un entonnoir, qu'on puise dans les réserves des différents pays de l'OTAN. Maintenant, dans certains pays, on explique qu'on arrive sur des niveaux critiques et qu'on ne peut pas beaucoup plus taper dans les réserves sans se compromettre ce qu'on appelle les réserves stratégiques et qu'il faut du temps ensuite pour recomposer tout ça. Alors, combien de temps on peut encore tenir? À vrai dire, j'en sais rien, mais quand je lis voilà, ce qu'on peut voir, etc., je me dis que ça commence à devenir quand même un sujet assez sérieux. Euh, Surtout que en l'état actuel du conflit, et sans une fois plus rentrer dans les détails, on n'est pas au même niveau d'intensité que ce qu'il pouvait y avoir au printemps, par exemple, ou même à l'été. On est tombé sur une phase un peu plateau, et que si jamais les hostilités repartent de plus belle, de manière beaucoup plus intensive, au printemps, comme tout semble l'indiquer, eh bien là, il y aura effectivement un problème de réserve, côté ukrainien tout du moins. Par conséquent, ça m'amène à ta deuxième question. Est-ce qu'il y a d'autres pays en dehors de l'OTAN qui produisent? Alors, qui produisent pas forcément, mais qui ont des stocks, oui. Il y a des pays au Moyen-Orient, des pays en Asie, mais là, on tombe sur un problème politique. Ces pays ne sont pas forcément d'accord de transférer ces stocks parce qu'ils ne veulent pas forcément se mettre comment dirais-je, en difficulté à l'égard de la Russie. Tout du moins, ils veulent rester le plus à distance possible de ce conflit parce qu'ils en ont besoin aussi, éventuellement pour eux, hein. C'est quand même des zones, notamment au Moyen-Orient, qui ne sont pas extrêmement voilà, où toutes les choses peuvent très vite s'accélérer, il peut y avoir des conflits. Et par conséquent, on sait que les Américains sont allés voilà, voir les gens du Golfe, sont allés voir les Marocains, alors pour d'autres types de matériel, sont allés voir en Corée du Sud aussi, pour leur expliquer qu'il faudrait transférer des stocks. Mais tôt ou tard, c'est déplacer le problème, parce que ce sont des pays qui ont des armées qui demanderont là aussi de regarnir ces stocks. Et par conséquent, on arrive sur un problème de dimensionnement, ce qu'on a déjà expliqué ici, des chaînes de production qui ne sont pas chez les industriels occidentaux, qui sont plus forcément dimensionnés pour faire face à une demande de ce type, de ce qu'on appelle conflit de haute intensité. Alors, il y a quelque chose qui pourra donner un coup de pouce, c'est les contrats à l'export, parce que certains industriels en Occident ont vu leurs commandes passer par des clients étrangers, pas dire exploser parce que ce serait un mauvais jeu de mots, mais tout de moins s'accélérer, augmenter. Et là, il y aurait une logique en plus économique et commerciale à rouvrir des chaînes ou à grandir des chaînes pour satisfaire la demande de clients à l'export. Et donc, ça pourrait donner également un peu d'oxygène sur les munitions qu'on souhaiterait éventuellement transférer aux Ukrainiens. Mais là, on n'est pas dans des délais de 2-3 mois. Le printemps, enfin en tout cas les délais que j'évoquais auparavant, c'est voilà, c'est le mois de mai, le mois de juin. Il y a peu de chances quand même que tout soit en place, me semble-t-il, d'ici 2-3 mois pour combler résoudre le problème de cadence que j'évoquais auparavant. Les Américains en sont parfaitement conscients. Je rappelle quand même qu'en ce moment, il y a aux États-Unis, il y a des auditions du Pentagone, des responsables du Pentagone pour défendre leur budget de défense 2024. Le Pentagone demande quand même 842 milliards de dollars, c'est un record absolu pour le budget de défense 2024. Ils ont échoué la 5e fois consécutive dans leur audit pour justifier des dépenses, parce que là, on arrive quand même sur des sommes qui sont astronomiques, dont 30 milliards sur les 842 que j'évoque. Il y a 30 milliards ou 31 milliards rien que pour les munitions, alors toutes munitions confondues, les missiles, les obus, etc. etc. Et les congressmen, pour l'instant, ne sont pas satisfaits des justificatifs qu'on leur présente pour ouvrir les cordons de la bourse.
Pour l'instant, ça bloque. Et est-ce que le problème n'est pas symétrique avec la Russie? Parce que voit sur les plateaux de télévision toutes sortes d'experts plus ou moins autoproclamés qui nous expliquent que la Russie aussi a un vrai problème de munitions, qu'ils essaient de les acheter en Corée du Nord. Enfin, est-ce qu'on ne va pas finalement se retrouver avec des gens qui vont faire la paix parce qu'ils sont incapables de se tirer dessus? Bon, sur la Russie, pour des raisons évidentes, je ne pourrais pas rentrer dans autant de détails que je souhaiterais, mais c'est sûr qu'un des effets sur lesquels comptent notamment les Occidentaux, c'est l'épuisement des parties. Alors, c'est l'épuisement à tout point de vue, hein, les ressources, qu'elles soient économiques, qu'elles soient militaires, qu'elles soient humaines, etc. Enfin, qu'à un moment donné, il y ait voilà, qu'ils arrivent tous les deux au même constat, qui est que finalement, est-ce que ça vaut le coup de continuer parce qu'on ne tire plus rien de ce champ de bataille et mieux vaut discuter. Bon. Ça, c'est un effet sur lequel on compte. Une fois de plus, je ne peux pas en dire beaucoup plus sur les munitions côté russe pour des raisons que tout le monde comprend. Maintenant, ça a été redit encore par, je crois, le président Macron il y a quelques jours. Oui, lorsqu'il a rencontré son homologue britannique, le Premier ministre Sunak, ils ont expliqué que pour l'instant, la logique des livraisons de munitions à l'Ukraine, c'est, comme on l'entend depuis le départ, donner les moyens à l'Ukraine d'être dans les meilleures positions possibles pour que le jour des négociations, elle soit dans une posture la plus favorable possible, étant entendu que c'est à elle de décider, hein, ce qu'on entend depuis toujours, hein, quel moment sera le moment le plus propice pour ouvrir ces négociations. Voilà. Bon, pour l'instant, on n'en sait pas plus. Merci beaucoup. Arnaud, est-ce que sur les plans politiques, économiques et autres, tu as plein de choses à nous dire aussi? Effectivement, une actualité chargée dans ces domaines-là également, avec tout d'abord les ministères russes des Affaires étrangères et des Finances qui ont proposé conjointement le 15 mars à Vladimir Poutine de suspendre les conventions visant à éviter la double imposition avec tous les pays inamicaux. Je cite, jusqu'au rétablissement des droits violés de la Russie. Je rappelle que la France et la Russie ont signé un tel document en 1996 et qu'il est en vigueur depuis 1999. Et la Russie, au total, a 39 conventions de non-double imposition avec des États qualifiés d'inamicaux par Moscou. Donc c'est un gros sujet. Pour l'instant, ce n'est pas très clair. Les conséquences à la fois pour les sociétés, qu'elles soient russes, qu'elles soient étrangères opérant en Russie, ce n'est pas clair non plus pour les particuliers. Ça paraissait assez inévitable. D'ailleurs, on en avait parlé lundi de façon un peu prémonitoire avec Igor. Donc, à l'évidence, il faudra que nous invitions un fiscaliste pour nous expliquer les effets de cette décision, qui n'est pas une dénonciation, c'est une suspension, mais on comprend bien que c'est un geste important qui peut-être d'ailleurs vise plus les sociétés russes afin de les inciter à rapatrier leurs dernières filiales à l'étranger que les entreprises occidentales ou les particuliers français et européens qui sont à Moscou. Mais à ce stade, il est difficile de mesurer les conséquences de cette décision, qui est une décision symbolique forte. Autre nouvelle, dans la presse autrichienne cette fois-ci, qui se fait l'écho des réflexions que mènerait Raiffeisenbank sur la possibilité d'échanger ses actifs en Russie contre ceux de Sberbank dans l'Union européenne, en l'occurrence deux établissements bancaires situés en Croatie et en Slovénie. Alors c'est évidemment important parce que Raiffeisen est l'une des dernières banques occidentales opérant en Russie avec les Italiens d'Unicredit. C'est l'un des derniers canaux financiers efficaces entre l'Union européenne, le monde en général et la Russie. Évidemment, cette réflexion, elle ne vient pas de nulle part. Je rappelle, et on en avait d'ailleurs parlé ici, que l'OFAC, en février, avait demandé des clarifications à Raiffeisen sur ses opérations en Russie, ce qui est un signal forcément un peu inquiétant. Et début février, le président de Raiffeisen
avait indiqué poursuivre des consultations sur l'avenir de ses filiales russes. Alors, là aussi, il y a plusieurs paramètres qui entrent en ligne de compte. Il y a l'importance de la Russie pour Raiffeisen, un bénéfice de 2 milliards l'année dernière en très forte croissance. 50% du bénéfice du groupe vient de Russie. Il y a évidemment beaucoup d'employés en Russie. Et d'un autre côté, il y a des pressions américaines qui, de mon point de vue en tout cas, ne vont pas cesser. Je pense que les États-Unis sont engagés dans une stratégie d'étouffement des flux financiers entre la Russie et l'Occident, en tout cas l'extinction de ce qu'il en reste. Autre nouvelle importante, me semble-t-il, mouvement social chez Wildberries, qui est l'un des leaders du commerce en ligne en Russie. Un mouvement de grève assez inédit. D'abord, il faut rappeler une évidence, c'est qu'il y a peu de grèves en Russie, bien que le droit de grève figure comme le droit de réunion d'ailleurs dans la Constitution. Tout ça reste très théorique. Et bien là, les responsables de points de remise de marchandises de Wildberries ont déclenché une grève. Pourquoi? En raison des conditions de restitution par les clients d'éventuels colis endommagés. Sans vouloir rentrer dans les détails, disons que les gérants de ces points de livraison seraient tenus responsables, y compris financièrement, et seraient tenus de rembourser, donc ce qui pose évidemment problème. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir l'évolution de ce conflit qui a éclaté hier. Dans un premier temps, Wildberries a annoncé la fermeture de nombreux points de vente, des licenciements de grévistes, donc une attitude très dure, probablement à la limite de la légalité. Et puis, dans la soirée, ces dernières heures, on entend un discours un peu plus conciliant. Pourquoi? Parce que la Douma d'État s'est saisie de ce dossier, qui est jugé sensible, socialement, politiquement. Et le parquet général de Russie a également demandé à son antenne moscovite de procéder à des vérifications. L'impression, c'est que les pouvoirs publics ne sont pas sur cette ligne dure de Wildberries et vont sans doute l'inciter à trouver un compromis. En tout cas, c'est un dossier intéressant à mains égards. Enfin, le vice-ministre russe des Finances, M. Sazanov, que la Chambre de commerce va d'ailleurs recevoir courant avril, a apporté des précisions sur le projet de contribution volontaire unique auquel devraient être prochainement soumises certaines entreprises russes. On en avait parlé lors de précédentes séances. Le ministre, M. Simonov, avait évoqué la cible de 300 milliards de roubles. Eh bien, devrait être concerné l'ensemble des entreprises russes, à l'exception du secteur des hydrocarbures, qui a déjà fait l'objet de fonctionnements exceptionnels, mais également des PME. Seules les entreprises ayant dégagé un bénéfice net avant impôt supérieur à 1 milliard de roubles l'année dernière seront concernées. Enfin, Vladimir Poutine, qui s'est exprimé en début d'après-midi devant le RSPP, c'est-à-dire l'Union russe des industriels et entrepreneurs, ça étant particulièrement frais et récent, je propose d'en parler plus en détail dans notre briefing de lundi prochain. Quelques mots de politique. Là aussi, il y a une actualité assez fournie, à défaut d'être réjouissante. Tout d'abord, un tribunal militaire qui a condamné M. Cyril Boutiline à 13 années de réclusion. Il était accusé d'avoir jeté un cocktail Molotov sur un centre de recrutement au sud de Moscou. Toujours dans le registre judiciaire, on a M. Roisman, ancien député à la Douma d'État, ancien maire d'Ekaterinbourg, qui a été interpellé ce matin. Et il est poursuivi au titre d'un article du Code pénal qui réprime, je cite, la propagation de symboles extrémistes. Lui est reproché d'avoir reposté un post d'Alexei Navalny sur un réseau social, ce qu'il conteste. Et il a été condamné tout à l'heure à 14 jours d'arrêt. Deux nouvelles encore. Tout d'abord, un projet de loi
déposé à la Douma d'État en début de semaine qui vise à relever progressivement l'âge d'appel pour le service militaire. Aujourd'hui, sont concernés les hommes de 18 à 27 ans. À terme, seront concernés les hommes de 21 à 30 ans. Donc on voit qu'il s'agit de relever l'âge de l'appel. Enfin, Vladimir Poutine, qui s'est exprimé hier devant les hauts responsables du parquet général de Russie, il a notamment appelé, je cite, à réagir avec fermeté aux tentatives de déstabilisation du pays et à veiller tout particulièrement au respect des droits des militaires et de leurs familles. Voilà, cher Gilles, ce que je pouvais dire aujourd'hui. Ah, bah, c'est une actualité riche, en effet. Tout à fait. Sur le relèvement de l'âge militaire, il y avait un article qui en parlait, mais qui parlait des problèmes démographiques de la Russie. Il disait que c'était peut-être un des moyens, enfin que c'était un des sujets un peu compliqués en ce moment, justement, parce qu'il y avait une baisse démographique très forte et un non-renouvellement de génération. Et donc, de relever, c'est peut-être pour permettre à la tranche 18-21 de se lancer dans la vie conjugale avant d'être au service. Je ne sais pas si ça a beaucoup de réalité. Je ne sais pas. Alors, la réalité du problème démographique, elle est évidente, elle est massive et elle s'accentue. Il est possible aussi que les militaires souhaitent disposer d'appelés plus matures, si j'ose dire, et de personnes disposant de plus de compétences. Accessoirement, si les personnes ne sont plus appelées qu'à partir de 21 ans, ça leur permet d'effectuer toute ou partie d'un cursus universitaire avant. Donc, ça change singulièrement les profils des personnes susceptibles d'être appelées sous les drapeaux. Par ailleurs, ce qui a été annoncé et ce qui va commencer à être mis en œuvre, c'est un processus de recrutement d'officiers au-delà de l'assiette actuelle afin d'atteindre les objectifs qui ont été fixés par le ministre Shoigu il y a quelques semaines. On parle de plus 300, 400 000 hommes sous les drapeaux. Donc, il y a d'une part la volonté d'avoir plus d'appelés, mais aussi, en parallèle, il y aura un recrutement plus important d'officiers au cours des années à venir. Merci beaucoup. Alors, une question d'un auditeur. Quel est l'intérêt de Sberbank de racheter la branche russe de Raiffeisen, étant donné que sa valeur ajoutée est de pouvoir échanger vers l'Europe? Alors, moi, je rajouterais une deuxième partie de la question sur Raif, c'est équivalent, les assets de Sber en Europe et de Raif en Russie? Alors, ce sont effectivement deux problèmes majeurs. Il y en a un troisième que je vais évoquer. Je ne suis pas certain du tout, je n'ai pas les chiffres en tête, mais il me semble très douteux que les filiales slovènes et croates qui sont non pas agonisantes, mais qui sont en difficulté en réalité, depuis plusieurs mois, vaillent autant que Raiffeisen, qui à l'inverse est sur une trajectoire très ascendante, spectaculairement ascendante en Russie. C'est le premier point. Deuxième point, effectivement, l'intérêt. Alors l'intérêt pour Sberbank, pourquoi pas? Encore une fois, Raiffeisen est une banque de détail ici. Il a un portefeuille de clients à la fois privés et corporate qui pourrait intéresser Sberbank. Je dirais la question elle se pose plus pour le pouvoir. Est-ce que le pouvoir autoriserait Raiffeisen à vendre? Ce n'est pas sûr du tout, compte tenu précisément de l'intérêt stratégique que représente cette banque autrichienne dans le maintien d'un flux financier entre l'Occident et la Russie. Et on ne peut pas exclure dans un scénario dur, qui n'est pas immédiat encore une fois, mais peut-être à l'horizon de 6 mois, que Raiffeisen soit pris entre l'OFAC et le Kremlin. Oui, mais justement, est-ce que l'OFAC verrait aussi d'un bon œil ce sera? Alors je pense que l'OFAC en l'occurrence, oui, je pense que l'OFAC serait favorable à un départ et œuvre à un départ des acteurs européens de Russie. Donc que Sberbank récupère Raiffeisen et que Raiffeisen récupère des banques en Slovénie, a priori, ce n'est pas dramatique pourvu, je pense, que Raiffeisen quitte la Russie. Je pense que c'est ça l'objectif des Américains, même s'il n'est pas avoué en ces termes-là. Ce qui serait intéressant de voir, c'est la position du gouvernement autrichien, éventuellement des autorités européennes,
pour lesquels, je dirais, le maintien d'activité en Russie n'est pas prioritaire, c'est le moins qu'on puisse dire. Puis il y a un autre contexte qui se développe rapidement, qui n'a pas de lien direct avec Raiffeisen, mais ce qui se passe sur les marchés européens, avec le Crédit Suisse en difficulté, les banques françaises qui, par ricochet, dévissent à la bourse. Donc tout ça est à suivre, mais je pense que l'obstacle majeur sera plutôt le Kremlin. Je pense que le Kremlin ne laissera pas vendre les Autrichiens. Et du coup, Unicredit est moins exposé. Peut-être qu'ils ont moins d'intérêt aux États-Unis. Non, Unicredit a été sous pression. Unicredit a pris des mesures, semble-t-il, pour limiter un petit peu la voilure. En tout cas, du côté d'Unicredit, on n'assiste pas à la même explosion d'ouverture de compte. Unicredit avait été, dans ses déclarations, plus ouverte, semble-t-il, à l'hypothèse d'une sortie de Russie. Alors peut-être est-ce un moyen de gagner du temps plus discrètement et de moins attirer l'attention, mais disons que les Italiens font profil bas. Merci. Une question de nos auditeurs. Vous serait-il possible de donner plus d'informations sur la contribution volontaire unique? Quel taux, éventuellement un lien vers un texte? Alors le taux n'est pas encore fixé. Le taux sera fixé début avril. C'est en tout cas ce qui ressort des déclarations de M. Sazanov. Et encore une fois, ça ne concerne que les grandes entreprises, en tout cas les entreprises qui ont dégagé un bénéfice net avant impôt de plus d'1 milliard de roubles. Ça fait 14 millions de... Oui, enfin, c'est des grandes entreprises, mais ça ne concerne pas des entreprises individuelles ou des toutes petites PME. C'est ce que je voulais dire. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de texte par définition, puisque ça n'a pas été adopté, c'est en discussion. Il est possible que il est même probable que le sujet soit abordé aujourd'hui entre Vladimir Poutine et les responsables du RSPP. On sait qu'il y a une douzaine de grands patrons qui étaient physiquement présents à cette rencontre. Initialement, il était question de 200 milliards, maintenant on parle de 300. Tout ça fait l'objet d'arbitrage, de marchandage aussi, on l'a dit, avec pour contrepartie peut-être une certaine libéralisation du code pénal. Donc on en est là aujourd'hui. Donc oui, évidemment, dès qu'on aura des informations, on les mettra en ligne, on mettra en ligne des liens, mais pour l'instant, ni le taux, ni les dispositions précises du texte ne sont connues puisque ce texte n'existe pas. Merci beaucoup. Bien, écoutez, nous n'avons plus de questions, donc on va arrêter notre briefing là-dessus. Alors, juste une information intéressante, c'est pour les sociétés membres de la CCI France-Russie sont invitées à un événement organisé par l'Observatoire, qui sera donc, je crois, sous ta houlette directe, puisqu'on va recevoir donc le chef du projet Balkanis.ru, Oleg Bondarenko, donc pour tu peux peut-être en dire deux mots? Oui, il s'agit d'un nouveau format que nous avons lancé à la fin de l'année dernière. L'Observatoire organise des conférences-débats dans ses locaux avec ses auteurs, avec des personnes ayant contribué depuis 2012, soit au rapport annuel, soit à d'autres publications. Nous avions commencé par l'énergie avec Konstantin Simonov. Nous avons parlé des sanctions la dernière fois avec Ivan Timofeev qui, dans l'intervalle, a pris du galon puisqu'il a été nommé directeur général du Conseil russe pour les affaires internationales. Et la troisième session portera sur les relations entre la Russie et la Serbie, un sujet intéressant qui comporte un angle sanctions, puisque la Serbie jusqu'à présent s'est abstenue d'appliquer les sanctions occidentales, mais également un aspect politique, stratégique qui intéresse beaucoup de monde, y compris les Français, en raison notamment de notre histoire commune et des enjeux liés à l'élargissement de l'Union européenne. Voilà, avec ce titre alléchant, Russie-Serbie, la dernière fenêtre sur l'Europe va-t-elle se refermer? Voilà, donc on vous attend nombreux. Inscrivez-vous sur le site de l'Observatoire ou par mail à observo@ccifr.ru. Voilà, merci encore une fois à tous les deux pour vos contributions comme d'habitude riches
et intelligente surtout, fondée, voilà, et objective. Et donc, on essaie de garder toujours cette ligne qui nous conduira lundi à notre 128e briefing. On vous attend nombreux et comme d'habitude, la CCIFR est à vos côtés. Tenez bon.